Symbole des nouveaux médias alternatifs, TV Liberté a bousculé la presse audiovisuelle dans son entier. Les médias les plus lucides comprennent dorénavant que leur survie se joue avec un esprit d'ouverture à toutes les sensibilités et à de nouveaux visages. Mais ce n'est plus suffisant. Ce n'est plus suffisant, le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. L'année 2022 qui s'annonce va être l'année de tous les dangers. La France, chacun le sent bien, est à un tournant décisif où va se livrer la mère des batailles. TV Liberté ne cesse de renforcer son audience et son influence. Nous touchons dorénavant les Français par millions, pas par milliers, mais par millions. Le système et ses représentants ne nous pardonnent pas cette réussite. Ils ne nous épargneront aucun mensonge, aucun fake, aucun coup bas. Il faudra avoir les moyens de répondre et riposter, les moyens de créer, innover, les moyens de se battre pied à pied, maintenir les positions, lancer les offensives, gagner du terrain, briser les lignes adverses, remporter des victoires décisives, faire gagner nos justes causes. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Monsieur Bay, bonjour. Bonjour. Nous sommes à Budapest. Vous êtes venu avec la commission LIBE. C'est une commission du Parlement européen qui est venue en Hongrie, à Budapest, pour enquêter sur la situation de l'état de droit. Alors déjà, est-ce qu'on pourrait clarifier cette notion et le but de cette mission, véritablement ? Bien, le Parlement européen a engagé, et les institutions européennes, de manière générale, ont engagé, il y a maintenant plusieurs années, une véritable cabale politique contre la Pologne et la Hongrie. Le motif officiel, c'est en effet qu'il y aurait dans ces pays une atteinte systémique à l'état de droit, rien que ça. Et évidemment, à l'appui de ces accusations extrêmement graves, on n'a jamais vu grand-chose. Mais la vraie raison, le véritable motif qui est caché, enfin qui est à peine caché d'ailleurs, de ces attaques des institutions européennes, c'est la politique qui est menée dans ces pays. C'est finalement la voie d'une Europe libre, la voie de pays libres dans une Europe conçue non pas comme un espèce d'État centralisé bruxellois, mais simplement comme une Europe qui serait capable de faire vivre et rayonner la civilisation européenne tout en préservant les spécificités et les identités nationales. La Hongrie et la Pologne sont donc attaquées par les technocrates de Bruxelles. C'est amusant de voir d'ailleurs que ce sont les gouvernements les mieux élus des 27 pays européens qui disposent des majorités les plus confortables, avec des scrutins proportionnels, qui sont démocratiques, qui font l'objet des attaques les plus vives de la Commission et du Parlement européen. Donc la mission à Budapest s'inscrit dans ce cadre-là. Nous sommes 7 députés représentant les 7 groupes du Parlement européen. Et pour 5 de mes collègues, eh bien, il s'agit simplement de mener un combat politique contre la Hongrie. Il ne s'agit pas de chercher avec honnêteté et impartialité des preuves objectives pour voir s'il y aurait ou non une atteinte à l'état de droit. Il y a simplement une offensive politique. Le dossier de l'article 7, qui aboutirait, s'il arrivait à son terme, au retrait du droit de vote au Conseil, au sein du Conseil, pour la Hongrie et la Pologne, en réalité, cette procédure est totalement bloquée. Elle est totalement bloquée parce qu'il y a plusieurs pays au sein du Conseil qui n'ont pas du tout envie de s'engager dans un combat ouvert à l'égard d'un pays membre. Et de surcroît, ils savent très bien que si c'est la Hongrie et la Pologne aujourd'hui, ça peut être bien d'autres pays demain.
Donc il y a une forme de lucidité et de sagesse de beaucoup de chefs d'État et de gouvernement qui ne veulent pas participer à cette offensive politique. La procédure est bloquée et par conséquent, les travaux de cette commission à laquelle je participe sont assez inutiles. C'est de la gesticulation politique et médiatique qui vise ensuite à présenter un rapport qui serait le plus accablant possible contre la Hongrie et la Pologne. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, les travaux se déroulent de la manière suivante. Dans le cadre de cette commission, nous auditionnons ici à Budapest des représentants de la société civile, des institutions, des médias, de l'organisation judiciaire, des représentants des cultes. Évidemment, le panel des personnes auditionnées est assez défavorable au gouvernement, puisqu'il a été sélectionné par des députés de gauche de la commission Libé, qui en réalité ont fait en sorte qu'il y ait entre 70 et 80% des personnes auditionnées qui sont très opposées, et souvent ouvertement opposées, à Viktor Orban, à son gouvernement et à sa majorité. En réalité, ce qui est intéressant, c'est que quand on écoute les personnes auditionnées, on en a quand même déjà auditionné une bonne cinquantaine à l'heure où je vous parle, et nous n'avons pas encore totalement terminé, les travaux se poursuivent demain, eh bien, on a auditionné principalement des opposants, et aussi d'ailleurs quelques soutiens du gouvernement, soyons justes et reconnaissons-le. D'ailleurs aussi des membres du gouvernement hongrois. Et effectivement, cet après-midi, Madame Varga, ministre de la Justice, ainsi que le ministre de l'Intérieur, eh bien, sur l'ensemble de ces auditions, y compris d'adversaires extrêmement résolus de Viktor Orban, je n'ai pas entendu une seule fois une preuve sérieuse d'un fait avéré, avec une date, avec une victime, avec un coupable, d'une atteinte grave à l'état de droit. Or, c'est de ça, normalement, dont il s'agit. L'article 7 ne peut réellement être enclenché contre un pays que s'il y a une atteinte systémique à l'état de droit. Non seulement il n'y a pas d'atteinte systémique, mais l'ensemble des opposants à Viktor Orban, réunis par la Commission du Parlement européen, sont incapables de nous produire des exemples significatifs et réels. Alors justement, parlons un peu comment ça se passe durant ces auditions, quelle est l'attitude des différents membres de la commission ou des personnes interrogées? Quelles sont les choses qui se sont dites? Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets pour que les téléspectateurs aient une idée une idée plus précise de ce qui se passe dans ces commissions, du déroulé exact? Alors, ce qui est intéressant, c'est que d'abord que mes collègues de gauche et d'extrême gauche essayent d'inciter les plus modérés parmi ceux qu'on auditionne pour qu'ils déversent un maximum d'éléments à charge contre le gouvernement. Voilà, c'est-à-dire que c'est tout sauf un travail impartial. Normalement, quand on enquête, quand on investigue, on le fait aussi autant que possible à charge et à décharge. Là, on voit que c'est exclusivement à charge. Avec mon collègue George Buxade, qui est député européen espagnol de Vox, nous sommes un peu la voix de la défense, en quelque sorte, et on essaye d'avoir une attitude la plus raisonnable, la plus équilibrée. En réalité, il y a dans cette offensive politique contre la Hongrie, mais c'est similaire avec la Pologne, un certain nombre d'accusations précises. On reproche à Viktor Orban d'avoir voulu protéger ses frontières contre l'immigration, refuser les quotas obligatoires de migrants et en particulier défendu la frontière extérieure entre la Hongrie et la Serbie. On lui reproche une réforme de la justice qui vise à éviter une sorte de cooptation des juges entre eux, de protection des juges entre eux avec un minimum de contrôle populaire et parlementaire. On lui reproche une loi plus récente qui vise à protéger les enfants et les familles de la pédophilie, avec un volet notamment dont il lui est fait grief, qui consiste à interdire la propagande LGBT dans les écoles. Voilà les principales grandes accusations qui sont portées à l'égard de la Hongrie. Il y a également le pluralisme médiatique, ce qui est assez incroyable, parce que moi je me souviens de l'élection présidentielle où 99% de la presse soutenait Emmanuel Macron face à Marine Le Pen, mais alors qu'en Hongrie, eh bien, je me suis promené dans les rues de Budapest, on voit des journaux, on entend aussi d'ailleurs des radios, on voit des télévisions assez diverses, aussi bien certains médias soutiennent le gouvernement que d'autres lui sont résolument opposés. Donc je pense qu'il y a un vrai pluralisme médiatique ici à Budapest, enfin en Hongrie en général, qui existe pas ou mal dans beaucoup de pays d'Europe occidentale.
dans le cadre de la commission, nous avons entendu, par exemple, des représentants des lobbies LGBT qui nous expliquaient que les personnes LGBT étaient persécutées. Alors, vous sembliez dire qu'il n'y a pas d'exemple concret. Alors, à plusieurs reprises, on leur a demandé un certain nombre d'éléments factuels et c'était extrêmement flou, extrêmement laborieux. Ils n'étaient pas capables d'expliquer exactement de quoi il s'agissait. Ils n'étaient pas capables de nous citer des faits précis. Et c'était vrai dans tous les domaines. On a eu les ONG représentant les migrants, qui en réalité sont des alliés des passeurs, favorisent l'immigration illégale s'ils ne l'organisent pas eux-mêmes, et nous expliquaient finalement que c'était scandaleux parce que la police hongroise, sous ordre du gouvernement, empêchait les migrants de franchir illégalement la frontière. C'est ça, les migrants clandestins, de franchir la frontière. Donc c'est la simple application des accords de Schengen qui vise normalement à protéger nos frontières extérieures. Et c'est frappant de voir que la Commission européenne, le Parlement européen reprochent ce qu'ils appellent le refoulement illégal, c'est-à-dire de refouler aux frontières extérieures de l'espace Schengen des migrants qui tentent par la force de franchir la frontière, alors même qu'ils auraient la possibilité, dans n'importe quel consulat Schengen, en Serbie par exemple, à Belgrade, d'aller faire une demande officielle d'asile ou de titre de séjour, pour quelque motif que ce soit, en Hongrie. Tout à fait, parce que la Hongrie, rappelons-le, donc a une frontière avec la Serbie, donc qui n'est pas un pays ni de Schengen ni de l'Union européenne. Cette frontière a été protégée par une barrière en 2015 par Viktor Orbán, justement. Ça a fait grand bruit, ça a été un scandale. Et depuis, la loi hongroise a changé pour permettre de refouler instantanément tout clandestin attrapé en Hongrie, surtout n'importe où dans le territoire hongrois, et de l'expulser immédiatement. Et s'il est attrapé de nouveau, il peut aller en prison. Voilà. Et je rappelle d'ailleurs que la gestion des frontières et des migrations, c'est une compétence partagée, c'est-à-dire que c'est une compétence de l'État membre, et c'est seulement si l'État membre ne parvient pas à mener à bien sa politique faute de moyens, par exemple, qu'il peut faire une demande de soutien aux institutions européennes. À Frontex en particulier. Voilà, mais par défaut, c'est une compétence des États membres, donc la Hongrie exerce pleinement cette fonction, cette compétence, et veille à protéger ses frontières, et ce faisant d'ailleurs, protège l'ensemble des pays européens de cette immigration illégale. Donc on peut quand même remercier Viktor Orbán, parce que malheureusement, il y a quand même beaucoup de pays européens, pour des raisons idéologiques, je pense à l'Espagne par exemple, qui laisse entrer des flux massifs de migrants qui évidemment, pour des raisons par exemple d'attractivité sociale, viennent ensuite s'installer en France. Donc on a eu comme ça des auditions diverses d'adversaires du gouvernement, mais finalement, pas un seul cas concret d'atteinte à l'état de droit. Donc, les différents angles sur lesquels cette commission Libé vient enquêter, c'est donc, comme vous l'avez dit, il y a cette histoire des migrants et de leurs droits. Il y a aussi la question de la justice, de la réforme de la justice. Il y a la pluralité des médias que vous avez aussi évoquée. Et puis, il y a cette question des LGBT. Donc, j'ai eu l'impression qu'un certain nombre de membres de la commission pensaient que les homosexuels étaient en danger en Hongrie. Même pire, ma consoeur Ruth Elkrieff, dans un débat récent, a même parlé d'une loi contre l'homosexualité de la part de Viktor Orbán. Alors, je vous donne la parole là-dessus. Est-ce que vous, en tant que personne extérieure, en tant que non-hongrois, est-ce que vous voyez ça comme ça ? Comment vous percevez tout ça ? Bon, d'abord, j'ai le sentiment que la Hongrie est une grande démocratie où les droits fondamentaux sont évidemment pleinement respectés, et on voit dans les rues à Budapest des personnes de tous horizons qui semblent pouvoir vaquer librement à leurs occupations. Madame Varga, Judith Varga, la ministre de la Justice, nous a répondu de manière extrêmement précise, très argumentée, très convaincante sur la question de cette loi qui est actuellement en discussion, ou peut-être même qu'elle vient d'être adoptée, je n'ai pas le calendrier précisément en tête. Cette loi, elle vise à protéger en particulier les enfants de la pédophilie, ce qui est évidemment un sujet absolument majeur, et également à interdire la propagande LGBT dans les écoles. Je crois que c'est simplement une manière de redéfinir les rôles de chacun. Le rôle de l'école, c'est l'instruction. Les apprentissages qui vont permettre à des enfants, à des adolescents, ensuite de disposer du bagage intellectuel et de la culture générale et des savoirs nécessaires pour faire des études supérieures ou pour travailler. L'éducation et l'éducation sexuelle, c'est la responsabilité des parents.
Voilà. Et donc, c'est finalement une redéfinition claire des rôles, et ça n'est évidemment pas une discrimination quelconque à l'égard d'une catégorie. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en réalité, la Hongrie n'a pas dans sa législation la moindre discrimination à l'égard de quiconque. D'ailleurs, dans la constitution hongroise, il est consacré que personne ne peut être mis en cause en raison de ses opinions philosophiques ou religieuses ou de son orientation sexuelle. Mais en revanche, ce qui est important aussi, c'est qu'il y a des droits des citoyens. Il y a des droits qui s'appliquent à tous les citoyens. Et il n'y a pas de droit spécifique à telle ou telle catégorie, telle ou telle minorité ethnique ou sexuelle. Voilà. Et finalement, ce sont des principes de bon sens qui sont rappelés dans cette loi. Et je crois que ça semble émouvoir un certain nombre d'idéologues de Bruxelles qui voudraient en fait profiter en toutes circonstances du pouvoir qui est le leur, y compris avec du chantage financier à l'égard de la Hongrie, pour imposer une idéologie. C'est-à-dire, et sans prendre en compte, et je crois que c'est un aspect fondamental, sans prendre en compte les spécificités, l'identité aussi de chaque nation, parce que la devise de l'Union européenne, qui est aujourd'hui un peu oubliée, c'est unie dans la diversité. Or, aujourd'hui, on est dans l'uniformisation totale. C'est-à-dire que les pays, en réalité, dans tous les domaines de compétences de l'Union européenne, subissent des directives toujours plus lourdes, toujours plus contraignantes, toujours plus formalistes, qui d'ailleurs entravent notamment notre compétitivité économique sur la scène mondiale. Mais de surcroît, dans tous les domaines qui ne sont pas de compétences européennes, eh bien, la Commission a trouvé un biais qui est l'état de droit, qui est les valeurs, sans jamais d'ailleurs les définir très clairement, et qui permet d'intervenir dans les politiques internes de tous les États membres. Bon, la Hongrie a fait des choix démocratiques, validés par les élections, eh bien ça doit être respecté. Et puis, soyons clairs, hein, un gouvernement qui a 55% des voix a quand même un peu plus de légitimité que 30 000 fonctionnaires et 27 commissaires que personne n'a élus et que personne ne connaît. Le Fidesz a longtemps été membre du PPE, ce qui est considéré comme la droite classique au Parlement européen. Ils en sont sortis avec fracas au début de l'année. Et il y a beaucoup de rumeurs, notamment du fait que, par exemple, il y a eu un certain nombre de rapprochements. Il y a eu une déclaration commune que les députés européens du Fidesz ont signé avec les députés, avec le Rassemblement national, entre autres. Sur l'avenir de l'Europe, la volonté d'une Europe des nations. Donc, il y a de toute évidence un rapprochement, un dialogue entre le Fidesz et tout un tas de formations, dont le Rassemblement national. Est-ce qu'il est à attendre que le Fidesz, qui aujourd'hui est non inscrit au Parlement européen, finisse par rejoindre peut-être le groupe IED dont le Rassemblement national fait partie ? Comment voyez-vous l'avenir sur la scène européenne ? D'abord, je crois que Viktor Orban et le Fidesz, en quittant le PPE, ont été cohérents. Parce qu'en réalité, le PPE est devenu un parti de gauche. Il défend les quotas obligatoires de migrants, il défend la propagande LGBT. On pourrait multiplier les exemples qui, finalement, justifient évidemment ce choix pour le Fidesz de quitter le PPE. Il y a, c'est vrai, des histoires différentes entre les différents pays et les différents partis politiques qui composent ce qu'on pourrait appeler la mouvance patriote et souverainiste. Mais nous sommes, je pense, déjà, même si nous siégeons dans des groupes différents, déjà unis sur l'essentiel, sur un certain nombre d'idées et de valeurs, sur une vision de l'Europe, une Europe des nations, une Europe des protections, une Europe des coopérations libres, et non pas une Union européenne qui est non seulement de plus en plus fédérale, mais qui a même dépassé ce stade aujourd'hui en devenant une sorte d'État centralisé bruxellois. La question de savoir si cela prendra la forme dans les mois qui viennent ou dans les années qui viennent d'un groupe commun, c'est une hypothèse de travail. C'est pas forcément la priorité absolue. Le plus important, c'est de développer des relations, des actions communes, des projets communs. Et la première étape, comme vous l'avez souligné, ça a été en effet cette déclaration juste avant l'été plus d'une quinzaine de partis politiques européens, d'une quinzaine de pays différents. Certains sont déjà au pouvoir, certains l'ont été et y reviendront. D'autres sont encore des forces politiques émergentes, avec comme point commun l'idée que nous sommes profondément attachés
à l'idée européenne, à la civilisation européenne. Nous avons la conscience d'une civilisation, d'une histoire et d'une culture commune à préserver. Nous avons la conscience de défis immenses à relever et la nécessité aussi de refonder totalement une Union européenne qui a dévoyé l'âme et l'esprit européen et qui a abouti aujourd'hui à avoir un fonctionnement totalement défaillant et des orientations politiques qui vont à l'encontre des intérêts vitaux des peuples européens. Donc ce que nous proposons, eh bien, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire redéfinir les priorités, une Europe qui sert nos intérêts, qui protège nos frontières extérieures, qui protège notre marché, qui nous redonne du rayonnement sur la scène mondiale en respectant les particularités nationales, et puis un fonctionnement démocratique, c'est-à-dire cesser d'avoir la Commission qui accapare tous les pouvoirs, redonner le pouvoir principal au Conseil, les chefs d'État et de gouvernement, qui sont les plus à même, avec la légitimité démocratique et la leur, de décider si leur pays doit participer ou non à telle ou telle coopération. Voilà, ces principes simples, c'est, je crois, ce qui nous guide, avec l'ensemble des signataires de ce texte fondateur d'il y a quelques mois, et je pense que ça préfigure de nombreux contacts, des actions communes. J'ai été très heureux à Budapest pendant ces 2 jours d'échanger avec des élus, des responsables, des parlementaires, des ministres du Fidesz. J'avais eu l'occasion de me déplacer à l'invitation du Parlement polonais il y a quelques semaines à Karpacz, et où là aussi nous avons eu des contacts, nous avons développé des contacts et sans doute des actions communes pour l'avenir. Monsieur Bay, merci. Merci.